courage et force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Qui sont les invisibles? Travailleurs de l'ombre, âmes contraintes et damnées, esclaves des temps modernes, le journaliste Antoine Albertine a mené l'enquête. Il est l'invité de Pendant le 20h. Marie-Jo Arrighi-Landini, elle nous présentera Refugees du cinéaste David Loukine. Et ce sera notre focus du soir. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir Caroline. Bonsoir Antoine. Bonsoir Caroline. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est bien le moins. Alors vous êtes là pour nous présenter votre dernier ouvrage, Les Invisibles, une enquête en Corse aux éditions Lattès. Alors ça pourrait être un roman. Or, ça ne l'est pas. Ça n'est pas du tout, puisque les faits sont bien réels. Les victimes, il y a de vraies victimes, de vrais bourreaux, un vrai système vicié, corrompu, un trafic d'êtres humains qui prend racine, qui a pris racine ici en Corse. Et le point de départ de votre enquête, c'est la mort d'El Hassan M. Sarati, un Marocain clandestin, tué par d'un coup de fusil, tiré par derrière. Nous sommes le 16 novembre 2009 à San Julian, en Plaine orientale. Absolument. Alors, Antoine Albertine, avant de nous plonger dans ces vies d'invisibles et ce système, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce fait divers? Les faits divers encore, c'est pas ce qui manque. Oui, mais celui-là, il se trouve qu'il m'est arrivé de manière très indirecte. Il est arrivé à moi et puis il est arrivé à mon caméraman de l'époque, Grégoire Bézy, qui est journaliste reporter d'images à France 3 Corse, avec lequel on tournait un documentaire sur les filières d'immigration clandestine, enfin sur la question de l'immigration, de la question migratoire en Corse, et que nous avons interviewé un monsieur qui s'était présenté à un rendez-vous qu'on avait avec des travailleurs clandestins, qui s'est présenté à nous, avec lequel on a discuté, dont le parcours nous semblait assez intéressant et qui avait accepté de nous expliquer en très peu de mots, très brièvement, son parcours de travailleurs clandestins en Corse, à la condition, bien comprise, que nous respections son anonymat. Donc nous l'avions filmé très serré, simplement avec ses mains. On voyait simplement ses mains à l'image pendant qu'il expliquait son parcours. Et il se trouve qu'avant d'accepter l'interview, il nous avait dit « je n'ai pas trop envie de parler parce que j'ai peur de prendre une balle dans la tête ». Alors on l'avait rassuré parce que ça nous semblait, avec Grégoire, un peu délirant. Malheureusement, effectivement, une fois le documentaire bouclé et en phase de montage, alors même qu'on s'apprêtait à assurer sa diffusion sur vos antennes, où je travaillais à l'époque, j'ai été avisé par un coup de fil qu'on avait retrouvé cette personne assassinée donc sur une route à San Giuliano. Et l'ironie, triste et tragique ironie de l'histoire, c'est que c'était Grégoire Bézy qui était de permanence ce jour-là en fait divers. Et c'est lui qui est allé tourner la scène de crime sans savoir que c'était l'homme qu'on avait interviewé quelques jours avant. Et des paroles prophétiques, en tout cas. Des paroles tragiquement prophétiques, tragiquement prémonitoires plutôt. Alors Antoine Albertine, qui sont ces invisibles? Les invisibles, ce sont ceux qu'on croise pratiquement au quotidien en Corse, pas seulement dans la plaine orientale du reste, qui sont des travailleurs essentiellement dans le domaine agricole, un peu dans le BTP, mais un peu moins quand même malgré tout, et qui sont parfois venus avec des contrats en bonne et due forme, qui sont parfois venus de manière tout à fait régulière, et puis qui basculent peu à peu dans la clandestinité, entre guillemets, dans l'illégalité, puisqu'ils ne regagnent pas leur pays après avoir travaillé, comme l'exigeaient à l'époque les contrats de travail qu'ils signaient, et puis qui grossissent les bataillons de ces ouvriers agricoles taillables et corvéables à merci qu'on peut rencontrer sur certaines exploitations de Corse, une réalité dont personne ne discute, je dirais c'est une réalité que personne ne discute, quoi. C'est un phénomène qui est compris, accepté, entre guillemets, et connu de tous. Et donc ces gens-là sont alors soit des gens qui ont un peu échoué en Corse et puis qui essaient de survivre comme ils peuvent, soit des gens qui gagnent la Corse grâce à la mise en œuvre d'un système très pervers qui leur permet en fait de rentrer de manière tout à fait légale sur le territoire national, à condition de le quitter de leur propre volonté par la suite. Mais on sait très bien que ce sont des gens qui sont poussés à l'exil par la misère et que par conséquent ils y restent. On va revenir sur le système plus en détail. Avant cela, vous nous décrivez les conditions de vie qui sont absolument désastreuses, miséreuses de ces invisibles. Oui, j'ai passé pas mal de temps à sillonner les routes corse. Alors j'ai trouvé évidemment des gens qui ont des ouvriers agricoles qui traitent de la manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire avec humanité, bienveillance
et la plus extrême correction. Et puis j'ai visité des endroits qui sont parfois situés à quelques dizaines de mètres à vol d'oiseau de la RT10. Alors, pour les gens, c'est la RN 198. 13. 198. Pas cette fameuse... ce qu'on appelle la 4 voies. La 4 voies. Voilà, d'accord, allez. À quelques dizaines de mètres de là, dans des endroits qui sont... je dirais pas inaccessibles, mais qu'on ne peut pas percevoir de la route ou des environs immédiats, vous trouvez des mini-villages de cahutes où la vie s'organise un peu comme elle peut. Vous avez, j'ai visité bon, c'est un peu compliqué, mais on réussit à le faire. J'ai visité je dirais, les arrière-cuisines d'exploitation agricole où les gens, des ouvriers agricoles, dormaient entassés à 5 ou 6 dans des chambres froides, des anciennes chambres froides posées sur des parpaings. Enfin, quand c'est pas des espèces de squats améliorés, ce qui pose des problèmes évidemment en termes d'abord de traitement d'êtres humains, mais aussi en termes d'hygiène, de sécurité, de danger, d'espérance de vie même. Et donc c'est un servage moderne qui est une réalité. Alors, évidemment, on est en Corse, donc il y a des gens qui savent toujours mieux que ceux qui ont enquêté pendant des années et qui viennent expliquer aujourd'hui que c'est une vision, mais c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre quelques petits chemins de traverse dans la plaine orientale et ailleurs pour pas trop galérer, pour tomber sur des endroits comme ça. Mais en soi, ça existe. Marie-Jo. Oui, vous dites aussi que ces lieux de vie, enfin de survie, sont loués. Hein. Ils ne sont pas logés là gratuitement. En plus, ils ont des loyers à payer. Alors la oui, plupart du temps. ça dépend. Vous avez des taudis insalubres qui sont loués, effectivement. Souvent, par ailleurs, parce que j'ai horreur de la vision un peu à la fois irénique et manichéenne des choses, souvent par des travailleurs immigrés en situation soit régulière, soit carrément naturalisée, qui connaissent très bien leur corps religionnaire et qui les maquent complètement, qui les font vivre dans des gourbis, des taudis absolument épouvantables, avec dans des conditions terribles, et effectivement moyennant finance. C'est-à-dire que le peu qu'ils perçoivent, une partie passe dans cette absolue nécessité de trouver un toit, si vous voulez. Et par conséquent, oui, c'est une double forme d'exploitation. Si vous voulez, l'exploitation, c'est strate par strate, en fait, des plus bas échelons sociaux, entre guillemets, jusqu'au sommet. C'est ce que vous décrivez. Il y a un semblant d'ordre social, d'organisation sociale qui prend corps au sein de cette communauté d'invisibles. Il y a une hiérarchie entre les invisibles. Alors oui, il y a une hiérarchie entre les invisibles, parce que ça, c'est un phénomène, alors que certains travailleurs sociaux, certains spécialistes connaissent bien, mais on sait très bien, parce que, encore une fois, il ne faut pas nourrir de vision complètement béate des choses. On sait très bien qu'à l'intérieur même d'une communauté, par exemple, il y a des formes de xénophobie. On sait qu'il y a quelques années est arrivée à Bastia une vague de nouveaux immigrants clandestins qui étaient assez jeunes pour la plupart et d'origine berbère, et qui a eu des véritables ratonnades, entre guillemets, de ceux qui les avaient précédés dans l'exil, c'est-à-dire des Marocains installés de longue date dans la région de Bastia, contre ces nouveaux arrivants. Et le tout empruntant des formes très balisées et très perceptibles de xénophobie, avec sale berbère, tu casses les prix, de toute façon vous n'êtes pas comme nous les Arabes. Enfin, tout ça se nourrit effectivement d'une espèce de hiérarchisation dans la misère, qui est un phénomène très humain, très connu, très analysé par les sociologues, les ethnologues, etc. Mais on ne peut pas dire, c'est une des choses qui m'est le plus choqué, on ne peut pas dire toujours qu'il y a une forme de solidarité très développée entre les réprouvés. C'est la lutte pour la survie, hein, c'est chacun pour soi, c'est homo homini lupus, et chacun essaye de se débrouiller comme il peut, quitte à marcher sur le voisin, en tout cas sur le dernier arrivé, c'est-à-dire pas de chance, quoi. Alors ces hommes viennent pour gagner un peu d'argent, l'envoyer à leur famille et rester au pays. Mmh. Alors, au-delà, on les retrouve, vous l'avez dit, essentiellement dans la plaine orientale et ensuite dans les grandes villes, Ajaccio et Bastia. Ouais. Au final, au-delà du déclassement social, parce qu'ici, ils sont moins que rien, même le gain financier n'est pas assuré. Le gain financier, si vous voulez, n'est pas assuré, oui et non. C'est-à-dire que sans doute qu'on leur sert quelques sornettes avant de les embrigader dans ces filières et qu'on leur explique qu'ils pourront gagner des sommes qui excèdent largement ce qu'ils peuvent gagner au Maroc. Il faut savoir aussi, je fais une petite précision, que ce n'est pas une population, la plupart du temps, on imagine que c'est des pauvres paysans qu'on est allé arracher à leur terre natale. Non, compte tenu des prix pratiqués par certains passeurs, parce que l'ironie de l'histoire, c'est que ces gens-là payent pour arriver ici, pour pouvoir travailler, qui ne
peuvent parfois pas travailler. C'est de plus en plus des gens qui sont issus de la petite bourgeoisie, qui font le tour de leurs connaissances pour essayer de capitaliser un peu, d'avoir un peu d'argent, de réunir des sommes. Parfois, ça peut leur mettre... Il y a un dossier que j'avais lu où la personne avait économisé, était allée voir ses proches pendant 2-3 ans jusqu'à réunir 6 000 € pour pouvoir arriver. En dépit des payes extrêmement faibles, qui sont la plupart du temps les mains à la main, en dépit fait de la main à la main, en dépit du fait qu'ils sont parfois rackettés de manière éhontée, et eu des affaires retentissantes dans la plaine il y a quelques années, le peu qu'ils gagnent est toujours supérieur à ce qu'il gagnerait de toute façon en restant au Maroc. Parce qu'on a le Corse, surtout, il a une image du Maroc, une image assez festive, je dirais. Nonobstant le passé colonial de certaines familles, au sens purement... historique, générique du terme, mais sans aucune charge péjorative. Pour le Corse, le Maroc, c'est Marrakech et la Mamounia. Bon, effectivement, il y a la Mamounia à Marrakech. Mais le Maroc, ce sont aussi des endroits avec une misère et une misère sociale et économique terrible, absolument terrible, où des gens gagnent quelques euros par mois, quoi. Alors vous exposez tout simplement un trafic d'êtres humains, un esclavage, alors j'ose même pas dire moderne, avec tous les maillons de la chaîne. Alors les passeurs, les patrons, les logeurs, Marie-Jo, vous en parliez, les fonctionnaires qui regardent ailleurs. Qui regarde ailleurs. Comment s'organise le système ? Le système, il s'organise de la manière précise dont vous le décrivez. C'est-à-dire que c'est un système qui est organisé pour permettre la fraude, en réalité. Et en fait, les fonctionnaires, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont très peu, ils n'ont pas de moyens, et ils ont autre chose à faire que courir dans toutes les exploitations agricoles de Corse, d'autant que toutes ne sont pas hors la loi. Le problème fondamental de cette question, c'est que finalement, elle arrange tout le monde. En fait, puisqu'elle soutient des pans entiers de l'économie. Elle arrange tout le monde. Oui et non, parce que quand vous êtes, par exemple, un fonctionnaire de la PAF, vous êtes policier chargé notamment de la traque aux clandestins, vous recevez des objectifs chiffrés, comme si vous étiez un représentant en aspirateur, et on vous demande de faire tant d'interpellations de SI, c'est-à-dire d'étrangers en situation irrégulière, tant d'interpellations de patrons, et vous avez des quotas, ce que les policiers appellent la bâtonnite, c'est-à-dire des bâtons dans des cases. Donc vous devez agir un peu au petit bonheur la chance, avec une certaine pression pour réussir à remplir vos objectifs et donc à aboutir, j'imagine, dans l'idée à des mesures d'éloignement, c'est-à-dire des expulsions. Le problème, c'est que le système, en fait, est complètement absurde. Ça revient à vider la mer avec une petite cuillère et sans réfléchir au ressac futur. En réalité, le système, il est conçu de telle manière, y compris dans ses prémices, c'est-à-dire les charges que doivent payer aujourd'hui s'il y a des exploitations agricoles, si elles devaient fonctionner avec le nombre d'ouvriers dont elles ont besoin en payant toutes les charges, vous mettez la clé sous la porte en 2 mois. Faut pas rêver. C'est un vrai problème. On a une idée de la valeur économique, justement, de ce système ? De ce qu'il apporte ? Non, c'est très difficile à quantifier. C'est comme depuis que le livre est sorti, les gens me disent mais ils sont combien ? J'en sais rien. Oui, par définition, on ne peut pas les recenser. On peut pas les recenser, mais on peut estimer que ça représente pour la seule plaine orientale au bas mot, ce qui est relativement considérable à mon avis, au bas mot entre 3005 et 5000 personnes, minimum. Mais je pense que ça peut aller au-delà, en réalité. Alors, ce qui pose ensuite des problèmes de cohabitation aussi. Complètement. Nous sommes en plaine orientale. Non, là, nous sommes à Plateau, sur le plateau pendant 20 heures. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que la plaine orientale est un État dans l'État, Antoine Albertine ? Non, la plaine orientale n'est pas un État dans l'État. J'ai participé à une émission de radio sur RTL avec Jacques Pradel il y a une semaine, et puis il y avait le grand patron de l'Office central de lutte contre le trafic d'êtres humains, qui s'appelle le colonel Yannick Herry, qui a eu la particularité de commander la section de recherche en Corse, par ailleurs. Et il me disait ce que vous décrivez existe dans la plaine orientale, on le sait. Il a dit, mais la semaine dernière, on a démantelé une filière à Château-Rouge, à Paris, dans le nord de Paris. En réalité, ces filières d'immigration clandestine, elles fonctionnent absolument partout. Aquitaine, un peu en Alsace, partout où il y a des exploitations agricoles, partout où il y a des communautés assez structurées et organisées qui sont situées sur des secteurs économiques identifiés comme les salons de coiffure à Paris dans le 18e et dans le 19e arrondissement, vous avez des possibilités de création de filières d'immigration clandestine. Donc ce qu'il y a de patent, c'est que moi j'ai écrit sur la plaine orientale parce qu'il se trouve que ça m'est arrivé dans la plaine orientale et que je vis et travaille en Corse. Donc je me suis
intéressé à ça. Mais en réalité, le phénomène, vous le démultipliez à peu près partout sur le territoire national. Et je ne parle pas des migrants, c'est-à-dire des vagues migratoires depuis l'effondrement du Proche-Orient. Et là, on parle simplement de filières qui existent depuis extrêmement longtemps et qui suivent les soubresauts de l'actualité internationale, maliens, syriens, libyens, enfin, etc. Mais ce système-là, il existe partout en France, y compris au cœur des grandes métropoles françaises. D'ailleurs, vous parlez aussi de la restauration. Beaucoup de la restauration. À un moment, vous parlez du bâtiment, des exploitations agricoles, mais de la restauration aussi. Il suffit d'aller dans n'importe quel restaurant à Paris et de faire semblant d'aller aux toilettes pour hasarder un pas de côté vers les cuisines. Vous verrez qui fait la tambouille dans les restaurants parisiens, y compris certains restaurants publics, et puis mieux, des collectivités publiques. Oui. Je vous rappelle que la mairie de Paris, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, employait des travailleurs sénégalais sans papier depuis 20 ans, me semble-t-il. Je crois qu'il y a eu une affaire retentissante il y a quelques années. Mais il y a des collectivités publiques qui ont recours à cette main-d'œuvre illégale, servile, taillable et corvéable à merci, et surtout, si possible, pour faire des tâches dont personne ne veut accomplir, évidemment. C'est un peu le principe, si vous voulez. Si vous demandez à un sans-papier de diriger François Corbes-Villastel, il n'aura pas les compétences, a priori. En tout cas, le profil moyen n'aura pas, mais il sera sans doute ravi. Là, ce qu'on leur demande de faire, c'est tous les travaux ingrats que les gens ne veulent pas accomplir, et on les comprend. Marie-Jo, vous gardez la main avec d'autres portraits de réfugiés cette fois-ci. Oui, avec David Loukine, qui est un chef opérateur et un réalisateur qui est très intéressé par le cinéma social. On lui connaît notamment en Corse un film qui s'appelle L'Homme di Strada, qu'il a fait en 2015, et il s'est intéressé à cet homme, à ce vieil homme qui sillonnait un peu les routes de Corse. Et il a essayé de lui inventer un passé justement pour comprendre pourquoi il pouvait errer comme ça sans but. C'est le monsieur avec les paquets, là. C'est ce monsieur qui sillonnait toute la Corse comme ça. On le connaît aussi pour Terre, qu'il a co-signé avec Fabien Carabin, où il aborde la vie des petits dealers et malfrats des banlieues parisiennes. Donc il est vraiment, vraiment intéressé par l'humain. Et il s'est intéressé, entre autres, dans une série au conflit, notamment au conflit syrien, en donnant la parole en fait à des témoins. Le premier de ces petits sujets s'appelle Refugees. On va regarder à quoi ça ressemble et puis on en reparle tout de suite après. بعد يوم وليلة في البحر بدون ماء وأكل كنا يائسين. شاهدنا سفينة حرس الشواطئ تقرب إلينا. بدأوا الركاب التململ بالرغم. طلب الهدوء. غرق قريبهم رأيت العشرات من الأطفال في الماء. كنا مختطفين في مصنعين مدة 4 أشهر. كنا أكثر من 1000. نأكل مرة واحدة في النهار. إذا أحد منا أراد التحدث مع الآخر يتعرض للضرب، وكل هذا لأخذ بحوزتنا من مال أو شيء آخر. ولادنا كانوا يقومون بهذه الحركة، يطلبون منا النداء أقاربنا أثناء المكالمات. نطرح إلا الضرب ونلزم إلا إعلان الموت لعائلتنا لإحتال أموالهم. توفي شخصا واحدا خلال العبور بسبب تنفسه رائحة البنزين، فأخطره البعث راني جثته في البحر لإبعاد سمك القرش الذي كان يدور بقاربنا. وبعد النيجيريون رفضوا لأن الشخص الميت كان مسفرا معهم، وفي نهاية الأمر ألقوا جثته في الماء قبل إنقاذنا. أتمنى أن أرى بلادي قريبا إن شاء الله.
Voilà, donc là, en fait, David Loukine a donné une voix à Najma, qui est une véritable réfugiée syrienne. Mais dans ce petit sujet, elle est incarnée par une comédienne qui s'appelle Mama Bourras. La voix off aussi, bien sûr, a été réécrit. Le texte a été réécrit. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des points communs flagrants avec le récit dont vous parlez. Parce que invisible parmi les invisibles, justement, ces réfugiés, ces exilés syriens, nigérians aussi, dont on parle dans ce sujet-là, qui fuient d'autres pays, qu'on d'ailleurs se plaît à appeler migrants, alors qu'il me semble que migrant est vraiment un mot qui n'est pas du tout approprié à ces gens. Et en fait, ils se retrouvent de la même manière exploités, parqués, frappés, escroqués, rackettés aussi. Finalement, on se rend compte qu'il s'agisse de réfugiés politiques, climatiques ou économiques. Les réseaux se mettent en place de la même manière, ces réseaux de passeurs. Et ce sont des gens qui deviennent des proies, donc ces réseaux se mettent en place. Vous dites dans votre récit à vous qu'il y a déjà des hommes aussi de bonne volonté, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'à chaque fois qu'il y a de la faiblesse, l'homme devient vraiment un loup pour l'homme ? Je pense que même quand il n'y a pas de faiblesse, ça c'est à titre personnel, mais au-delà de ça, c'est deux ordres d'idées très différents. Vous avez dans un cas des gens qui fuient des pays qui sont en proie à des conflits souvent extrêmement violents, barbares, en plus avec l'État islamique qui s'est mis de la partie, là on franchit un nouveau cap, et qui sont contraints à l'exil. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails des débats politiques qui agitent le landerneau français. Quand on est un homme avant de sauter, on reste sur le territoire où on vit, on se bat. Bon, patati patata, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, ce sont des personnes que l'actualité et les circonstances poussent à l'exil. La différence avec les invisibles qui sont encore, c'est qu'on va les chercher. C'est pas tout à fait le même truc, si vous voulez. Je ne disconviens pas que dans tous les cas de figure, l'exploitation d'humains par d'autres êtres humains est un phénomène répugnant. Qui est vieux comme l'humanité cependant. Mais dans un cas, ce sont des gens qui fuient. Dans un autre, ce sont des gens qu'on va chercher. C'est pas tout à fait si vous voulez, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est à ce moment-là que le système devient très pervers, parce que quitte à aller les chercher pour les faire travailler, il serait presque plus, si j'imagine, intelligent de créer un corps, entre guillemets, spécial qui serait chargé de vérifier que, bon, monsieur, au bout de 4 mois, vous êtes resté sur le territoire national, vous avez participé à la session des cueillettes, on vous a payé normalement, machin, puis on vous raccompagne, puis vous revenez l'année prochaine si vous voulez. Enfin, ce sont des pistes comme ça qu'avait évoqué un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud que j'avais rencontré. Je ne sais pas si c'est faisable techniquement, mais en tout cas, la différence fondamentale, c'est que dans un cas, il y a des gens qui fuient, qui sont contraints par les circonstances à fuir, et qu'ici, ce sont des gens qu'on va chercher. Il ne faut pas oublier ça. On va les chercher. En revanche, il y a un autre point commun, c'est que ces gens, à chaque fois qu'on aille les chercher ou qu'ils fuient leur pays, ils sont complètement désinformés sur ce qui les attend, par contre. C'est assez fréquemment le cas. Je cite dans le livre un PV de gendarmerie où il y a un des gendarmes spécialistes de ces matières-là qui explique que quand les gens, un truc très particulier, quand ces travailleurs clandestins quittent leur région d'origine, toute la famille se réunit pour leur dire au revoir, tout le monde pleure, etc. C'est bien la preuve que tout le monde sait qu'ils ne sont pas là pour rester quelques semaines ou quelques mois à participer à une saison des cueillettes et qu'il y a de fortes chances qu'ils y passent plusieurs années. Mais dans tous les cas de figure, oui, effectivement, vous avez raison, c'est de cette manière-là que les choses se passent. Alors Antoine Albertine, on vous suit dans cette enquête, on suit les rebondissements, les pistes. On ne sait pas qui a tué El Hassan M. Sarrati. Effectivement. Est-ce que vous avez une intime conviction ? Non, j'ai pas d'intime conviction et j'ai même envie de vous dire que c'est pas du tout ni mon rôle ni mon propos. En fait, moi d'abord, je me suis intéressé à cette affaire parce qu'elle m'avait touché, de manière certes indirecte, mais elle m'avait touché. C'est un bonhomme que j'avais interviewé qui m'avait prévenu en quelque sorte, qui a dit j'ai peur de parler. Mon job de journaliste, c'est de conduire les gens à s'exprimer, surtout quand il s'agit de révéler des pans entiers de la société corse qu'on n'a pas toujours envie de voir. Et donc, je voulais d'abord comprendre ce qui lui était arrivé. Donc, je suis descendu, je suis allé en plaine orientale rencontrer les gens pour essayer d'avoir quelque chose. Puis, plus je parlais à des gens, mais comme ça, pour moi, pas dans le but d'écrire un papier, un bouquin, de faire un documentaire ou de tourner une fiction ou une pièce de théâtre, une comédie à Broadway, j'en sais rien, mais c'était pas ça le truc, je voulais comprendre. Bon. Il se trouve que plus ça allait, plus on me disait, un tel va le voir, tel endroit, parce que lui, il sait. Et plus je rebondissais d'un endroit à l'autre, plus je découvrais une réalité qui semblait être connue et su de tous localement, qui était à quelques kilomètres de chez moi et dont j'ignorais tout avant de commencer Et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que j'ai commencé à gratter. Et l'histoire de l'enquête sur la mort d'El Hassan, en réalité, elle devient presque... Si, c'est dramatique, mais c'est presque un fil rouge. Un fil rouge. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a autour, en réalité. Donc moi, mon propos, il est plus de mettre en lumière un système qui est peu connu que de jouer au Cluedo. C'est le colonel Moutarde avec un chandelier dans la bibliothèque, si vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez du livre ?
Quel impact vous attendez qu'il ait dans la société, parmi les pouvoirs publics? Je ne suis pas du tout le genre de type qui écrit un bouquin en se disant « je suis le chevalier blanc, c'est magnifique, il faut changer les choses ». Moi, j'ai une vision très pessimiste de la vie et de l'humanité en règle générale. Moi, je l'ai fait parce que je pensais que je devais le faire. Je l'ai fait parce que j'ai découvert quelque chose qui m'intéressait. Je ne crois pas que ce livre puisse changer quoi que ce soit. Parce que des livres qui ont changé des choses de ce point de vue-là, il n'y en a pas 450 et que je n'ai pas non plus une grande conscience éclairée de l'humanité, très loin de là. Donc moi, je l'ai fait parce que je devais le faire et je l'ai fait parce que j'estimais que le lectorat pouvait être intéressé par ça. C'est tout. Est-ce que ça changera quoi que ce soit? J'en sais rien et c'est pas vraiment mon problème en fait. Et l'avenir nous le dira. Et l'avenir nous le dira. N'insultons jamais l'avenir. N'est-ce pas? Antoine Albertine, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez, bien sûr. On vous retrouve. Je vais attendre un petit peu. Donc, ce matin, Zetiman et dans le monde aussi. Et puis, on note également que vous allez diriger une collection éponyme, Les Invisibles, chez La Thèse. Et on a hâte de découvrir les autres. Vous ne serez pas déçus. Enquêtes, très bien. Mais c'est pas sur la Corse. Hein. Et c'est pas sur la Corse, on ne fait effectivement. pas de collection que sur la Corse. On nous laisse un peu tranquille. Exactement. Alors, une enquête, je le rappelle, Les Invisibles, une enquête en Corse. À lire absolument, un livre utile. Marie-Jo, merci beaucoup. On se retrouve également très bientôt. Voilà. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet, je vous assure. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. C'est comment ça finit? Merci de nous avoir suivis. Ben oui, mais Je crois que tu as vu du l'essentiel, ça va. Comment ça, c'est fini? J'ai pas fini. Paul!